Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un gros sujet. Normalement, vous avez cliqué sur la minia, donc vous savez. Alexandre fucking Astier. Avant toute chose, je vais faire un premier disclaimer. Parce que je sais que la commu des fans de Kaamelott, c'est un vrai bail. Je ne suis absolument pas un hater d'Astier. Je fais partie des gens qui ont découvert Kaamelott sur M6 étant gamin. Je crois que j'étais au collège. Je regardais tous les soirs. Et j'ai dû louper quasi aucun des primes quand les nouvelles saisons étaient diffusées. J'ai même regardé tout HeroCorp. Bon, c'est pas Alexandre, mais vous avez compris le tir de matrixage. Donc, voilà. Vous savez d'où je parle. Même si ça fait chier de le dire, je suis un fan de Kaamelott. J'ai les refs, je suis capable de citer des dialogues. Vous avez l'odeur. Mais du coup, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est pas vraiment la qualité du travail d'Astier. C'est plutôt la place que le personnage occupe dans l'écosystème médiatique. Personnellement, à part Zizou peut-être, je vois pas une personne autant sucée par tout le monde. Que ce soit les médias traditionnels, les influenceurs, et aussi j'ai l'impression le public. Et en fait, c'est cette popularité que j'ai envie qu'on essaie d'interroger ensemble. Comment ça se fait que ce mec a l'air d'avoir une aura, un naine aussi puissant? Avant de parler d'Astier, faut qu'on revienne 2 secondes sur l'époque dans laquelle il débarque. On va pas y aller par 4 chemins. Aujourd'hui, la culture, c'est principalement l'industrie. C'est pour ça qu'on utilise l'expression d'industrie culturelle. Et entendez-moi bien, je fais un deuxième disclaimer. Je vais parler dans cette vidéo des industries culturelles au sens large. Je vais m'intéresser aux structures les plus importantes, les plus puissantes, en oubliant volontairement les véritables contre-exemples. Les cas qui manifestement, ou concrètement, sortent du moule. Ou alors, et simplement pas évoquer tout un champ, et pourtant très important, au sein des espaces de la production culturelle. Celui de la production indé, des marges, et des petites structures plus ou moins confidentielles. Je vais vraiment me concentrer sur les structures dominantes. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez n'importe quelle grosse production actuelle, film Marvel par exemple, on sait exactement ce qu'on va voir avant même d'avoir posé notre cul dans la salle. Le ton, les vannes, le rythme, le combat final contre un méchant en CGI qui flotte dans le ciel, tout est prédictible à l'avance. Sur Netflix, c'est pareil. Des séries calibrées comme des plats picards. Pas de la mauvaise bouffe, hein. On a déjà mangé ça 50 fois. Des intrigues cousues de fil blanc, des cliffhangers toutes les 10 minutes, des personnages écrits avec le même logiciel. On est vraiment sur des templates. Et cette situation, c'est pas du tout parce que les créateurs sont nuls ou un manque d'inspiration. Je pense au contraire qu'on a très rarement eu autant de possibilités de développer des skills esthétiques. C'est juste que les mecs n'ont plus vraiment le contrôle. Ils écrivent dans le cadre. Sont les rouages d'une chaîne de production. Tu veux proposer une idée un peu chelou, un peu originale? On te dit, alors écoute c'est super hein, mais les datas montrent que les gens décrochent à la 24e minute, donc là il faudrait plutôt un twist, et puis on va te rajouter une petite romance, et puis change ton perso principal parce que je crois qu'il est pas hyper likeable par le panel. Et pour moi, là on touche au cœur du truc. Que Bernard Stiegler, encore lui, appelle la prolétarisation. Le mot est flippant, mais en vrai, c'est assez simple. C'est le moment où tu perds à la fois ton savoir-faire et ta capacité à décider ce que tu fais. En plus, évidemment, de pas pouvoir bénéficier réellement des richesses que tu produis. Pour Stiegler, et je crois qu'il a pas totalement tort, la culture, comme l'ensemble du travail dans notre société, elle est devenue au XXe siècle un travail à la chaîne comme un autre. Et cette prolétarisation, ce processus, s'accélère encore plus avec l'émergence du capitalisme numérique, avec les nouveaux outils comme Internet, les plateformes. Et du coup, pour lui, c'est pour ça que les films se ressemblent, les séries se ressemblent, et les chansons se ressemblent. En fait, dans le monde hyper industriel, tout est optimisé, tout est prédit, tout est standardisé. Les créateurs sont contraints de créer sous le joug des marketeurs et des études de marché. Et nous, forcément, en tant que consommateurs, on sent une forme de lassitude. On commence à avoir la nostalgie du type qui faisait à l'ancienne. Et au fond, un peu par réaction, on tombe dans une forme de fantasme du créateur obsessionnel. Celui qui connaît son métier, qui maîtrise son outil, fait pas 10 réunions statistiques avant de tourner un plan. Je crois que c'est dans ce décor-là, dans ce paysage complètement industrialisé, qu'arrive Alexandre Astier. Le gars qui écrit, qui compose, qui réalise, qui joue, qui dirige, qui mixe, fait peut-être même les cafés sur le plateau, on sait pas. L'image du maître artisan ultime. Et attention, tout ce que je viens de dire sur l'industrie culturelle, c'est pas un discours de daron aigri qui regrette la bonne vieille culture d'avant. Je suis pas en train de dire que industrie égale mal, et que plateforme égale fin de la culture, et qu'on vivrait mieux dans une grotte avec du théâtre amateur et de la musique classique. Personnellement, je prends autant de plaisir à regarder du Fast and Furious, à regarder Twin Peaks de David Lynch, ou c'est pas quelle production d'obscur intello. La technique, la production massive, les outils numériques, tout ça fait partie de notre époque. Je suis pas du tout dans une posture anti-modernité. Vous avez déjà entendu 2 phrases de Stiegler? Vous savez que le problème n'est jamais la technique en elle-même, mais la manière dont elle organise, ou désorganise notre capacité à créer. Ce que je critique ici, c'est pas l'existence des industries culturelles, c'est la façon dont elles peuvent neutraliser la singularité des créateurs. Et c'est justement ça, je crois, qui rend le cas Astier intéressant. Il arrive dans un système industrialisé, et il se présente comme l'exception, le mec qui échappe au moule. C'est cette tension-là que j'ai envie d'examiner, pas un fantasme un peu con et carrément folklorique de retour à l'artisanat pur. Donc si je fais cette vidéo sur Astier, c'est pas parce qu'il serait un génie libre, au-dessus du système, mais parce qu'il incarne pile le rôle que l'industrie adore mettre en avant. Le mec qui a gardé la main, le type qui reste maître de son truc,
alors que tout le monde autour bosse sous contrainte. Aujourd'hui, on le sent tous. Artistes, youtubeurs, musiciens, scénaristes, et même nous, les spectateurs, le truc dont parle Stigler, la prolétarisation. On perd les savoir-faire, on perd le contrôle, on exécute plus qu'on ne crée. En fait, on est de plus en plus enfermé dans une position de passivité, où on ne participe jamais réellement à la production des objets culturels, sinon par la consommation. Et dans ce contexte, Astier, il apparaît comme l'anti-prolétarisé parfait, le gars qui maîtrise, qui sait, qui décide. Il peut prendre 10 ans avant de sortir un film, et d'une certaine manière, évidemment que ça attire. Il incarne ce qu'on a perdu. Mais c'est justement pour ça qu'il faut regarder cette position pour ce qu'elle est, un rôle. Et il faut quand même rappeler un truc. Rapidement mais clairement, Astier n'est pas un artisan tombé du ciel. Il naît dans une famille de comédiens, il grandit dans le milieu, il a accès tôt à des réseaux, à des ressources, à des codes que très peu ont. Son indépendance, elle ne surgit pas de nulle part. Elle est aussi le produit d'un environnement ultra favorable. Et en vrai, Astier aujourd'hui, c'est plus seulement un artiste. Un mec qui écrit des séries ou des films. C'est devenu une figure régulatrice dans l'imaginaire collectif, un contre-exemple institutionnel, un symbole que tout le monde entretient, les médias, l'industrie, le public. Il sert de preuve que ça existe encore, que la singularité peut survivre dans un monde standardisé. Au fond, c'est presque thérapeutique. Il nous donne une légende artisanale à laquelle nous accrocher. C'est un mythe super utile pour le système. Astier donne un visage à l'exception. Et dans le même temps, il masque la règle générale. Il y a la standardisation partout. Finalement, Astier, il est pas en dehors de l'industrie comme on pourrait le penser, il est dedans à 100%. Et c'est même parce qu'il est dedans qu'il fonctionne aussi bien. Il suffit de voir la manière dont les médias l'accueillent dès qu'il bouge un sourcil. Astier, c'est une marque premium, c'est un objet rare, authentique, qui valorise autant sa propre image que celle du système qui le met en avant. Tant qu'il existe, tant que son aura circule, tant qu'on nous dit « regardez, certains y arrivent encore », bah ça apaise un peu la critique. Et ça entretient le récit que le travail, ça paye. Mais surtout, ça adoucit l'idée que tout est standardisé. Ça maintient l'illusion d'une marge de liberté. Et à mon avis, c'est pour ça que le cas Astier, c'est pas l'histoire d'un créateur en résistance. C'est l'histoire d'un contre-modèle institutionnel. Donc Astier et Mo, s'il nous fascine autant, c'est pas juste parce qu'il est fort ou qu'il maîtrise tout. C'est surtout parce que nous, on ressent cruellement le manque de quelque chose, le besoin de participer. Et quand je dis participer, je parle pas seulement de créer pour vivre de l'art, ou de produire des contenus sur les réseaux. Je parle de participer esthétiquement à notre monde. De pouvoir laisser une trace de soi dans ce qu'on consomme et ce qu'on vit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a cette dichotomie complètement artificielle. D'un côté, des créateurs, et de l'autre, nous, des spectateurs enfermés dans la consommation passive. Mais cette séparation, au fond, je crois qu'elle a pas de sens. Dans un monde comme le nôtre, où tout est standardisé, prédictible, calculé, la vraie question, c'est comment chaque individu peut retrouver sa capacité à décider, à créer, à intervenir dans ce qui l'entoure. Je crois vraiment que tout consommateur devrait pouvoir être un créateur à son niveau. Et on devrait pas simplement se contenter de suivre des suggestions, des algorithmes ou des formats calibrés. En tout cas, ça, pour moi, c'est une vision qui est vraiment très limitée, et c'est sans doute aussi un des malheurs dans lequel on est aujourd'hui. Mais si on en revient à Astier, son aura, sa maîtrise, elle nous rassure, parce qu'elle nous rappelle ce qui nous manque. Comme je le disais, la participation. Mais je pense sincèrement qu'il faut se méfier de ça. À force de nous enfermer dans l'admiration des figures exceptionnelles comme Astier, on risque de déléguer symboliquement le savoir-faire et la création aux autres, au lieu de chercher comment retrouver un peu de maîtrise dans nos propres pratiques, qu'elles soient créatives, professionnelles ou simplement quotidiennes. Bah ouais, il y a de l'esthétique et de la culture absolument partout. Il y a d'ailleurs un truc important qui se joue ici. Astier, c'est l'individu par excellence, celui qui concentre toutes les compétences, celui qui maîtrise son monde de A à Z. Mais je crois que cette manière particulière de présenter le travail de la création culturelle, en fait, elle nous dit pas grand-chose. Parce qu'en vrai, la participation esthétique, elle prend vraiment sens que lorsqu'elle est collective. Et d'une certaine manière, elle l'est toujours. On ne crée pas seul dans le vide. Nos idées, nos gestes, nos goûts se construisent toujours avec et autour des autres. Même notre sensibilité, elle se nourrit de ce qui est partagé, lu, vu et entendu dans le monde. Et c'est justement dans cet échange, dans cette co-création, que l'expérience esthétique, elle devient vraiment puissante. Quand on crée ou qu'on apprécie ensemble, nos perceptions se confrontent. Elles se frottent à celles des autres. Elles se transforment et se prolongent. Une émotion, une idée ou un geste prennent alors une dimension qu'ils n'auraient jamais eue seuls. Parce qu'ils entrent dans un réseau d'interaction, de réaction et de réinterprétation. En fait, ça arrive quasi jamais cette situation où on se contenterait de recevoir un objet culturel passivement. Toujours on le complète, on le transforme, on le fait circuler. Et cette circulation, elle nourrit notre sensibilité et celle des autres. Et Astier, j'invente rien, je vous invite à aller écouter une des nombreuses interviews où il parle de lui, mais en gros, il est vraiment l'antithèse de la participation esthétique collective. C'est vraiment le mec qui crée tout seul, dans le secret de son laboratoire. Et cette solitude chez lui, elle est pas seulement une ambiance ou une attitude, elle structure vraiment tout son mode de création. Astier écrit seul, réécrit seul, il verrouille chaque réplique, et il ne laisse quasiment aucune marge aux acteurs, proposer, improviser ou déplacer un mot du script. Il distribue souvent les textes à la dernière minute, comme si le partage n'était jamais tout à fait possible. Le tournage, par exemple celui de Kaamelott, en fait je pense que ça devient l'extension de son bureau.
C'est un espace où l'on exécute un geste déjà entièrement pensé par lui, déjà fixé, déjà décidé. Et ce fonctionnement hyper centralisé, il dit pas seulement quelque chose de son style ou de son exigence. Je crois qu'il révèle une manière très particulière d'habiter la création, où l'individualité absorbe presque toute la place que pourrait occuper le collectif, et où la participation des autres se réduit à une sorte de précision technique, sans réelle possibilité d'intervenir dans le mouvement esthétique lui-même. En gros, pour moi, admirer l'exception individuelle, aussi fascinante qu'elle soit, ça remplacera jamais la participation collective. C'est en échangeant, c'est en co-créant, en partageant nos expériences que la culture et l'esthétique prennent une vraie puissance. Sans ce mouvement, je crois vraiment que la création, elle reste solitaire et isolée, et l'expérience esthétique, elle perd de sa richesse. Et du coup, je pense que tout ça, ça nous force à nous poser une question. En fait, comment on va faire pour retrouver des espaces, chacun à notre niveau, où l'on peut reprendre la main et participer activement à ce qui nous concerne, individuellement et collectivement. Parce que c'est ça le vrai enjeu soulevé par les industries culturelles, pour que la participation esthétique ne soit pas un luxe réservé à quelques-uns. On arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que vous l'avez senti, j'ouvre des questions auxquelles j'ai pas forcément des réponses toutes faites. Et je vous l'avais dit dans ma première vidéo. Le but de cette chaîne, c'est pas de donner des leçons, c'est de réfléchir avec vous. Quand j'ai commencé à écrire le script, je savais que je voulais parler de participation esthétique, de création culturelle, et qu'Astier serait un bon terrain pour ça. Mais je savais pas encore comment j'allais tourner le truc. Et en vrai, c'est en me demandant comment vous en parler, et en de comprendre ce que j'avais envie de transmettre, que l'angle s'est construit. C'est en pensant à vous que j'ai compris ce que je voulais dire. Ça déjà, ça raconte quelque chose. La pensée, ça se fabrique jamais tout seul. Ça se fabrique en se frottant à une audience, à un autre, à un regard, à une attente. Ça, c'est littéralement l'inverse du mythe d'Astier. Parce qu'Astier, c'est le modèle du créateur qui revendique de ne devoir rien à personne. Le mec qui veut tout contrôler. Et à force d'y réfléchir, dit que ce modèle-là t'abîme un peu. Pas lui, pas son œuvre. Le fantasme de l'auteur total. Ça nous fait oublier que la création n'a jamais été un geste isolé. Jamais. C'est toujours un mouvement collectif, même quand on veut l'ignorer. Je crois que c'est ça, au fond, que raconte cette vidéo. J'ai parlé d'Astier, mais j'aurais pu prendre n'importe qui. Les philosophes et leurs grands auteurs, les marxistes et Marx, toujours la même logique. On érige une figure qui aurait tout produit toute seule, comme si la pensée naissait dans un isolement absolu. Franchement, cette vision-là, elle est problématique. Parce qu'elle nous retire du pouvoir, elle nous fait oublier comment on pense vraiment. Dans des milieux, dans des héritages, dans des frottements, des contraintes, des échanges, des malentendus, des rapports de force. Alors oui, j'ai parlé d'Astier, et c'est pas une vidéo sur Astier, c'est une vidéo sur ce qu'on projette sur lui, sur tous les créateurs. Et si je termine là-dessus, c'est parce que je trouve que ça nous redonne du souffle. Ça veut dire que vous, que nous, que n'importe qui, on peut participer. On n'a pas besoin d'attendre la vision parfaite ou l'inspiration mystique, je sais pas quel talent pur. Bref, merci d'avoir suivi jusqu'ici, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et comme d'hab, si vous n'êtes pas d'accord, si ça vous travaille, l'espace commentaire est là pour ça. Et à Koufen, à bientôt.